Enchanté, vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est la troisième fois que j'ai la chance de pouvoir faire ce workshop. Alors l'idée c'est que c'est vraiment pas une formation, c'est plutôt un partage de tips, de choses que j'ai pu apprendre à Schoolab et dans mes diverses expériences autour de la vente et plus précisément de la préparation et du rendez-vous client. C'est vraiment ce côté partage de bonnes pratiques, Ok. Bah, moi, ça me apprentissage fait et puis plaisir vous de. donner un petit peu les. Si vous parlez pas, vous pouvez mettre le micro en off parce que Ça du fait un coup, petit cadeau comme ça. Mettez le micro en off, s'il vous plaît. ça vous dérange pas comme ça. Et puis quand vous voulez poser des questions, En plus des petits vous me cadeaux, ouais. dites. De toi, ce que tu as fait. Romain? C'est bon, le son est Ok, désactivé. ok, super. Euh, voilà, du coup, c'est un peu donc partage d'expériences, de bonnes pratiques et de choses que j'ai pu expérimenter dans mes expériences, notamment à travers de School Lab. Du coup, moi, c'est Quentin Caluyer. J'ai rejoint School Lab en décembre 2015, donc ça fait 5 ans. À l'époque, School Lab il y avait juste un tout petit programme d'accélération qui s'appelait Starter. Et quelques programmes. Et je me suis occupé de la partie administrative et financière pendant 2 ans. Donc, vraiment une expérience hyper enrichissante. Euh, et savoir correctement lire des bilans, lire les chiffres et faire de la compta, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Mais alors, qu'est-ce que c'est utile quand on veut lancer un projet, monter une boîte? C'est vraiment hyper enrichissant. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et à la suite de cette expérience de 2 années, j'ai changé un petit peu d'activité. Je suis plutôt parti sur la partie commerciale. Donc, c'est là où j'ai acquis vraiment cette expérience et ces apprentissages-là. Donc, je me suis occupé pendant 2 ans chez Schoolab. Donc, j'étais Key Account Manager sur plusieurs secteurs, notamment là, j'ai fait la banque et l'assurance, le secteur du luxe et le secteur des télécoms, donc sur lequel je travaillais pendant 2 ans, avec un enjeu spécifique sur le secteur du luxe, qui était en fait d'évangéliser toutes les approches et toute la méthodologie que Schoolab pouvait avoir auprès de cet acteur-là, qui était en fait très éloigné de l'approche quick and dirty ou test and learn qu'on peut avoir dans les méthodologies d'innovation. Donc, c'était assez intéressant parce qu'il y avait vraiment un gros travail d'évangélisation et de sacralisation de ce qu'on pouvait faire. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses sur à la fois la posture et la façon d'approcher la vente sur un secteur qui est énormément régi par des codes, des façons de faire qui lui sont propres. Donc, ça a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je vais juste couper mon Slack. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et à la suite de ça, plus récemment, maintenant, je suis concepteur et animateur de démarches d'intelligence collective à Schoolab. Donc, tous les workshops, les ateliers et les hackathons qu'on peut faire à destination de nos clients. Et ce qui est intéressant, c'est que je fais toujours beaucoup de rendez-vous clients, mais dans une posture qui est différente du sales. Donc, ça m'a aussi appris comment en fait adapter en fonction de la posture et du rôle qu'on doit avoir dans le rendez-vous, comment pouvoir faire. Donc, j'avais bien compris qu'aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous témoigner un petit peu quelques bonnes pratiques, vraiment avec un focus sur le rendez-vous client. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir un petit reminder sur les grandes étapes du process de vente, parce qu'on se rend compte que en fait, tout est quand même intimement lié. De la prise de contact à la préparation du rendez-vous, en passant par le rendez-vous et puis le follow-up, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on apprend à chacune des étapes a un lien et permet en fait d'enclencher la suite et d'être le plus pertinent possible sur les prochaines actions et comment en fait être capable de créer une véritable expérience client à notre client. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'expérience, de faire vivre des choses à nos clients, aux personnes qu'on identifie comme notre cible. Et ben, en fait, dans le process de vente, c'est la même chose. En fait. Comment on fait vivre une expérience à notre prospect pour qu'il devienne demain notre client. Et puis, une fois qu'il est notre client, qu'il soit un ambassadeur et qu'on puisse faire de la promotion et du recurring. Dans un deuxième temps, du coup, on fera un focus sur le rendez-vous client spécifique. Donc, 2 temps, en fait, que j'ai appris qui sont vraiment stratégiques, qui est à la fois la préparation du rendez-vous et puis la réalisation du rendez-vous. Et en troisième temps, un petit focus sur le rôle de l'account manager
le rôle du sales et la posture à adopter dans ce rendez-vous-là, parce que c'est quelque chose qui est aussi intimement lié et inhérent à la réussite en fait, du rendez-vous, et de comment vous allez vous positionner, comment vous allez mettre comment vous allez vous positionner le client. Est-ce que c'est clair pour vous? Et si vous avez des questions, vous pouvez mettre les questions dans le chat. Je pense que je peux les voir. OK. Bon, bah, super. Ou des petits emojis, parce que je peux aussi les voir. OK. Du coup, donc très rapidement, ce n'est pas le focus qu'on va faire, mais c'est bien en tête d'avoir toujours une approche globale en fait, de tout votre process de vente, parce que en fait, elles sont toutes quand même liées les unes aux autres. Donc, entre l'acquisition, le rendez-vous, le closing et ce qu'on appelle l'élevage, en fait, elles se nourrissent toutes entre elles, et c'est vraiment la capacité à architecturer l'intégralité de ces 4 étapes de la façon la plus fluide possible qui va vous permettre de vraiment créer et procurer une expérience hyper inclusive, dynamique à votre prospect, à votre client. Et c'est comme ça en fait que vous allez être capable de le cranter beaucoup plus facilement. L'acquisition, on ne va pas y revenir dessus, mais c'est extrêmement important de bien avoir en tête les différents outils, les différents canaux que vous allez pouvoir utiliser pour faire l'acquisition, parce qu'ils vont vous permettre vraiment de préparer votre rendez-vous client. Par exemple, si vous approchez quelqu'un à travers LinkedIn, et ben en fait, la préparation du rendez-vous, elle va être très axée sur en fait, quelles sont les expériences qu'il a pu mettre en avant, par exemple, sur LinkedIn et qui vous sont utiles et que vous allez préconiser pour construire le rendez-vous. Autre exemple, si par exemple vous avez lu un article ou identifié un prospect à travers un site internet ou un blog, et ben en fait, l'utilisation de la référence là où vous l'avez identifié, là où vous l'avez sourcé, et en fait, c'est des choses que vous allez devoir mettre à contribution dans la préparation du rendez-vous client. Important de ne jamais oublier là où vous l'avez identifié, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez être capable d'adresser au mieux le rendez-vous. Et c'est vraiment la capacité à avoir une approche qui est omnicanale, qui permet d'augmenter en fait vraiment vos chances et d'identifier de façon la plus précise le comment. Sur le rendez-vous, c'est vraiment une des charnières de l'intégralité du process de vente, parce que c'est vraiment l'élément, en fait, la concrétisation de tout le travail que vous avez fait sur votre projet, sur votre produit, et sur la capacité à générer ce rendez-vous, à générer de l'envie de vous rencontrer et d'y connaître un peu plus sur à la fois votre projet et à la fois vous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur cette partie de rendez-vous client, c'est que encore plus sur des projets comme vous êtes sur des startups, au début, ce n'est pas le produit qu'on vend, c'est vous-même en fait. C'est-à-dire que la première impression que vous allez faire, elle va être assez déterminante. Alors, l'habit ne fait pas le moine, ça c'est évident. Mais en revanche, et je pense que vous l'avez tous vécu, quelqu'un qui vous fait pas forcément une bonne impression au premier abord, ça va être extrêmement compliqué d'aller rechercher et d'aller un petit peu casser cette image que la personne pourra avoir de vous. Donc, il y a quelques éléments clés qui sont à savoir. C'est déjà d'être vraiment incollable sur son interlocuteur et l'environnement dans lequel il réside. Être capable de savoir parfaitement là où vous voulez l'amener, que vous soyez bien capable de définir en amont l'objectif de ce rendez-vous, ce que vous voulez apprendre et quels sont les différents points d'accroche et les points saillants que vous allez mettre en avant et mettre en évidence tout au long de votre discours pour que lui, en fait, vous lui donniez la capacité à identifier des accroches qui lui parlent. Donc, c'est dans votre discours, lui donner la possibilité de s'accrocher sur différents éléments qui sont pour vous, en fait, importants pour arriver à enclencher des discussions plus approfondies sur votre produit ou votre service. D'être extrêmement positif.
Donc, de vraiment éviter le plus possible tout ce qui est négatif, tous les termes qui vont être en négation, parce que ça n'instaure pas forcément le cadre le plus positif autour de vous. Il faut vraiment que le cadre que vous posiez dans ce rendez-vous-là soit quelque chose d'hyper bienveillant et d'hyper positif, toujours dans l'amélioration. Et pour ça, votre ouverture d'esprit, le fait de poser énormément de questions ouvertes, aucune question n'est bête. Enfin, on vous l'apprend beaucoup, je pense, dans le programme, mais vraiment encore plus dans un rendez-vous, aucune question est bête. Et c'est vraiment important de creuser un maximum le besoin de comprendre vraiment l'intégralité de la chaîne de valeur de son activité à lui, de comprendre comment lui il navigue, quels sont ses freins, quelles sont ses envies et là où il est plus en difficulté. Et ensuite, en résumé, c'est pourquoi vous et pas un autre et quelle est la vision qu'il veut vous procurer et quelle est la vision que vous avez envie de lui donner. Quel est le projet dans lequel lui va s'inscrire en tant que client. C'est aussi important aujourd'hui. Même si c'est qu'une vente one-shot, et ben en fait, lui donner la possibilité de s'inscrire dans quelque chose qui est un petit peu plus durable. On le voit encore avec la crise aujourd'hui. En fait, c'est toujours quelque chose qui est hyper positif et de montrer l'impact et le côté positif qu'il va avoir en fait à contribuer à votre projet. Donc, de lui donner, c'est ne pas le forcer la main, mais c'est lui donner la possibilité de s'inscrire dans le projet global que vous développez. Donc, voilà un petit peu les 5 éléments. On refera un focus tout à l'heure dessus, mais un petit peu les 4 éléments qui sont aujourd'hui clés. C'est bien connaître son interlocuteur et son environnement, être capable de se dire là où je veux l'emmener, là où je veux le projeter et là où j'ai envie que lui me donne des réponses. Et pour faire ça, la meilleure chose, c'est d'être hyper positif, de poser énormément de questions, de bien creuser le besoin. L'empathie et la capacité à se mettre à la place de l'autre, ça doit vraiment être un outil au service de ce rendez-vous. On verra un peu derrière quelle est la déclinaison précise de l'empathie et comment on l'utilise. Et ensuite, c'est pourquoi pas vous et un autre. Ben là, ça vous aide aussi à affiner votre proposition de valeur et à potentiellement itérer un petit peu sur votre pitch commercial. L'idée, c'est que vous soyez toujours dans un cycle itératif. Un des pans et ce qui est important aussi sur l'expérience que vous allez créer, c'est la partie closing. Donc, c'est vraiment important à la fin du rendez-vous. Cette expérience ce petit verbatim qui peut paraître bête et méchant, mais ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, elle est quand même extrêmement importante parce que c'est jamais, tant que vous n'avez pas une signature sur un devis, c'est jamais fait. Et donc, en fait, toute la difficulté, elle est à trouver entre le fit que vous avez pu avoir pendant le rendez-vous, ce qui vous demande de faire assez rapidement et potentiellement sans avoir de devis, et à quel moment il faut être assez rigoureux et ferme pour demander un certain nombre de documents contractuels pour enclencher et arriver à organiser les interactions et organiser le deal avec la personne. Il ne faut vraiment pas hésiter à être assez dur et ferme sur ce sujet-là parce que ça peut… moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois où nous, on fait du service à School Lab, je vends un workshop, la personne me demande de faire l'intégralité du process, c'est-à-dire de faire le cadrage, faire la conception, livrer le déroulé de l'atelier. En interne, il y a une coupure de budget. Donc, en fait, mon pauvre interlocuteur ne pouvait pas faire la mission. Et moi, j'avais fait tous les documents, je lui avais tout livré parce qu'il m'avait dit que c'était assez urgent. Et je me suis retrouvé dans une situation où, en fait, j'avais fait tout le travail et en fait, on n'aura jamais pu être rémunéré. Et ça, ce n'était pas à School Lab, c'est dans d'autres environnements. Mais c'est important de se dire, en fait, il faut vraiment être assez ferme et rigoureux. Et c'est extrêmement important sur ces aspects un peu contractuels. Tant que vous n'avez pas un devis fait et signé, en fait, n'allez pas trop loin parce qu'en fait, vous pourriez, de par la conjoncture, et le Covid nous le montre très bien, en fait, tout peut changer du jour au lendemain. Donc,
il faut être agile, il faut créer une expérience au plus proche du client, mais il ne faut pas trop donner parce que sinon, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous aurez donné beaucoup et en fait, vous n'aurez pas le juste retour des choses parce qu'en fait, il y a plein de facteurs exogènes qui pourront être à contrario du deal qui pourrait se faire. Et ensuite, l'expérience, elle est aussi importante dans la capacité à suivre et à enclencher des relations durables avec votre client. Ce qu'on lit beaucoup dans certains livres ou dans certaines revues autour de la vente, on se rend compte que c'est un dicton qui dit que lorsqu'on signe un contrat avec un client de X euros, on dit qu'il y en a 8 autres derrière. Donc en fait, on sous-estime trop souvent la capacité à leverager sur un client, sur une relation qui s'est bien passée et le follow-up. On a toujours tendance à vouloir aller en conquérir beaucoup d'autres et à faire beaucoup d'autres rendez-vous. C'est évidemment important pour augmenter et propulser de façon beaucoup plus importante notre produit, notre service, ce que nous on fait, ce que nous on a besoin de vendre. Mais il ne faut jamais sous-estimer le rôle que peut avoir un client, une relation qui a été réussie. Et ce qui est important sur ce point-là, c'est comment, dans cet écosystème de confiance que vous aurez construit avec lui, et bien en fait, vous lui donnez les armes pour que lui, demain, soit potentiellement un ambassadeur de votre produit ou de votre service. Et dans cette phase-là, ce qui est important, c'est de vous positionner comme un expert de votre thématique et potentiellement un expert qui n'est pas uniquement incentive, qui ne voit pas juste un incentive financier, mais plutôt de faire rayonner et de partager un certain nombre de ressources, d'événements, d'invitations qui permettent, vous, de vous positionner en tant qu'expert sur le sujet et lui, de lui donner soit de la notoriété, soit de l'importance dans des fêtes d'invités. Et c'est des choses qui ne vous coûtent pas forcément de l'argent, mais qui sont vraiment extrêmement liées à la réussite d'une relation client, à l'expérience et à la capacité à générer d'autres rendez-vous. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans cette approche-là, de se dire, en fait, il faut être capable de concrétiser et de créer de l'expérience au-delà de la vente une fois qu'elle a été faite. Ce que je vous propose, c'est du coup de faire un petit focus du coup sur le rendez-vous client. C'était un des éléments que vous souhaitiez vraiment approfondir. Mais je trouvais ça intéressant de faire déjà un peu une overview globale sur tout le parcours et toute l'expérience qu'on est capable de procurer et de créer autour de notre produit, notre service dans un process de vente. Et de sortir de quelque chose qui est purement financier, c'est évident, il y a une transaction financière qui va avoir lieu. Et comment l'expérience, est-ce que vous êtes capable de faire et créer autour de votre projet, de votre produit, de votre service, de votre histoire, ça peut vous servir, notamment sur la construction du rendez-vous client et puis de l'élevage demain et de la capacité à refaire un certain nombre de deals et de faire fructifier en fait tous vos efforts. Donc, focus sur le rendez-vous client. Aujourd'hui, voilà un petit peu les 6 étapes que j'avais identifiées en fait dans mes expériences comme importantes sur le process de vente, de façon plus liée en fait de la prise de rendez-vous jusqu'à le débrief et l'élevage ou le scale-up. C'est la prise de rendez-vous. Et en fait, aujourd'hui, on va venir en détail, mais elle est souvent sous-estimée, alors qu'elle est à peu près, pour moi, c'est à peu près l'élément le plus stratégique pour réussir à vendre votre produit ou votre service. Le rendez-vous client, et là, on travaillera autour de un peu c'est quoi les convictions qu'on a réussi à se forger autour des bonnes pratiques et la posture adaptée. La proposition commerciale, où là, en fait, c'est votre produit ou votre service, vous l'avez rodé, vous y croyez. Donc là, c'est surtout beaucoup de rigueur et une bonne compréhension du besoin. Mais pour réussir une proposition commerciale, c'est très lié au rendez-vous client. Pitch négociation. Je sais que vous avez vous allez avoir un workshop avec Mickaël qui est beaucoup mieux placé que moi
sur la partie pitch et donc avec qui vous allez pouvoir travailler ce sujet-là. Le closing, là, c'est plutôt c'est un peu le wrap-up de toutes les étapes et c'est comment on avance et quels sont les next steps. Donc là, c'est des choses qui découlent assez naturellement si toutes les étapes en fait préalables ont été construites de façon à la fois la plus liée et à la fois la plus spécifique sur chacune des étapes. Vous aviez apporté les bonnes réponses. Et ensuite, la partie entretien, customer success, c'est la capacité à s'assurer de la bonne utilisation du produit ou du service et à cranter. Donc ça, c'est notamment sur la partie entretien, c'est très lié à un cœur de business B2B, parce que je pense que quand on fait du B2C, c'est un peu plus compliqué cette partie-là. Est-ce que c'est clair ces éléments-là pour le moment? S'il n'y a pas de questions. Non, c'est plutôt clair. Super. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc le focus sur la préparation du rendez-vous. C'est vraiment la concrétisation de tout votre travail de prospection. Et c'est souvent un des éléments qui est les plus souvent sous-estimé. On se dit, yes, super, j'ai eu un rendez-vous et j'étais vraiment le premier à le faire. J'ai décroché un rendez-vous avec un tel. Oh, c'est super, nickel. Mon produit, je le maîtrise. Parfait, rien besoin de préparer. Je suis totalement autonome. Je sais quoi dire, je sais quoi faire. Ça va être top. Alors, c'est sûr que dans certains cas, pas préparer le rendez-vous, ça peut passer. Et si vous êtes sur un interlocuteur qui, lui, est hyper ouvert d'esprit, qui aime bien prendre le temps pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour de son écosystème, qui a du temps, c'est sûr que en fait, la place qu'il va vous donner dans le rendez-vous va vous permettre d'y arriver. En revanche, il y a quand même un certain nombre de fois où vous allez être sur des profils qui ont moins de temps, qui sont plus pressés, qui sont plus durs, qui ont besoin de beaucoup plus de précision. C'est notamment pour ces gens-là où ça va être extrêmement important de préparer ce rendez-vous. Parce qu'un rendez-vous mal préparé, en fait, vous pouvez être désarmé parce qu'en fait, il va vous challenger énormément. Et même si vous maîtrisez votre produit ou votre service, en fait, tout l'environnement autour, si vous ne l'avez pas préparé, vous n'allez pas le maîtriser. Et pour lui, en fait, vous allez lui procurer une expérience qui ne va pas être à la hauteur de ce que vous auriez voulu faire. Je m'explique un peu plus précisément. Comment vous pouvez préparer un rendez-vous, notamment en identifiant le profil de votre interlocuteur. Tout à l'heure, on parlait en introduction des différentes sources par lesquelles vous êtes rentré en contact avec lui. Donc, c'est bien évidemment se servir de ces sources-là pour être capable, tout du long du rendez-vous, de faire des ponts entre où vous avez votre produit ou votre service, quels sont ses enjeux. Donc, ça va être capable de faire des ponts. Et pour faire ça, d'aller identifier le profil à la fois en tant que collaborateur, quel est le profil psychologique de votre interlocuteur. Typiquement, d'aller chercher un petit peu avec un outil qui s'appelle le MBTI, donc aller travailler sur le profil psychologique de votre interlocuteur, ça peut être extrêmement important parce que ça va vous aider à savoir quelle posture vous allez pouvoir adopter pendant le rendez-vous. Typiquement, si c'est ce qu'on appelle un rouge, donc c'est des gens qui sont plutôt dominants, en fait, si vous vous placez vous aussi dans cette posture de dominant, en fait, vous allez créer une certaine friction et en fait, le fit humain va avoir du mal à se créer parce qu'en fait, vous allez être en opposition. En revanche, si votre interlocuteur est plutôt un profil, ce que nous on voit dans l'innovation, c'est digital champion. Donc, c'est plutôt des profils d'influenceurs, ce qu'on appelle les profils verts. Et que vous mettez dans un dominant, pareil, lui va plutôt aller chercher du conseil. Quand vous allez être très dominant et très direct, en fait, vous pouvez avoir le risque que le fit culturel soit plus compliqué à se passer. Et ça, ce fit-là, comprendre le profil psychologique de votre interlocuteur, c'est aujourd'hui très facile grâce à l'outil qu'on utilise tous, qui est LinkedIn. Au travers à la fois de sa description,
à travers ses expériences et le titre de ses jobs, à travers son activité sur les réseaux. Alors, je ne dis pas que vous allez être capable d'avoir, vous n'êtes pas psychologue et être capable de dresser parfaitement le profil psychologique. En revanche, vous allez être capable de voir un petit peu quelles sont les tendances, comment lui se comporte-t-il, quelles sont les choses qui l'animent et sur quoi il a besoin de s'appuyer. Typiquement, quelqu'un qui a eu depuis 10 ans que des postes de direction générale ou qui est un manager d'équipe, mais qui dit, voilà, je manage une équipe de 10 personnes autour des sujets suivants, avec un objectif d'accompagner le delivery des projets et d'atteindre le ROI rapidement, grosso modo. En fait, c'est potentiellement des gens qui ont plutôt un profil de personnes qui sont assez directes, assez héroïstes, potentiellement des rouges. Là où vous avez plutôt des personnes qui vont plutôt travailler sur la diffusion des bonnes pratiques, sur l'évangélisation des méthodes, sur l'évangélisation d'une technologie, l'évangélisation des nouvelles façons de faire. Et donc là, en fait, c'est des profils qui sont assez différents. Et en étant capable de l'identifier, en fait, ça vous aide, vous, à la fois à vous positionner et à identifier comment vous allez vous comporter. Cette approche-là, elle a aussi un vrai sujet, un vrai levier que vous devez utiliser. C'est quand vous allez un peu voir quel est votre interlocuteur, c'est d'identifier chez lui quels sont des points que vous avez en commun. On ne va pas se mentir, mais c'est toujours plus facile d'échanger et de collaborer avec quelqu'un qui nous ressemble et avec quelqu'un où on a des points d'accroche qui sont assez similaires. Typiquement, les écoles, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement utilisé, à la fois dans la prospection, mais aussi dans cette idée de briser la glace, d'avoir tout de suite un premier fit qui est capable de se créer. Moi, je prends un exemple. J'étais en rendez-vous avec quelqu'un d'une entreprise sur le secteur du luxe, dont je peux citer le nom. Et j'avais vu, en fait, en faisant ce travail de préparation, qu'elle avait fait comme moi, elle avait fait un master en stratégie à Assas. Et typiquement, lors du rendez-vous, quand je me suis présenté, j'aurais peut-être pas parlé de mon école, parce qu'en fait, on n'en parle pas forcément, mais en fait, je lui ai donné la capacité à trouver un point commun entre elle et moi. Et donc, typiquement, c'est tout bête, mais quand vous le préparez, vous donnez la possibilité à la personne de s'accrocher et d'avoir un lien avec vous. Et en fait, ça crée tout de suite un petit lien de confiance. Et c'est tous ces petits liens de confiance que vous allez, en faisant ressortir des éléments qui peuvent être saillants dans votre présentation, ça va extrêmement vous aider aussi à créer un fit du coup avec la personne. Autre exemple, ça peut être sur des expériences ou sur des entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé dans votre projet et dont la personne est issue, ou des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé avant de lancer votre projet et où la personne a également travaillé. Et donc, typiquement, ce côté un peu name dropping, en fait, en préparant le rendez-vous, vous allez être capable de lister, de les identifier et du coup de les faire ressortir au besoin lors du rendez-vous. Toujours un objectif, créer ce climat de confiance entre vous et votre interlocuteur. Et ça, c'est extrêmement important et c'est possible uniquement si vous avez préparé le rendez-vous. Un autre élément, je pense, qui est important, c'est de comprendre pourquoi il prend du temps avec vous. C'est souvent quelque chose où on ne se pose pas forcément la question, mais en fait, ça va vous aider aussi à angler votre proposition et votre présentation de votre produit ou votre service. Est-ce qu'il peut y avoir des articles autour qui sont liés en fait, à votre activité et à votre scope d'activité que lui aurait pu liker, partager, écrire et qui en fait sont des éléments qui vont vous aider à comprendre pourquoi il prend du temps avec vous, quel est le pain point que vous allez l'aider à répondre à travers ce que vous allez lui proposer. Et ça, c'est aussi très important parce que ça vous permet, vous, d'angler en fait votre présentation et d'appuyer à la fois sur votre proposition de valeur, sur votre valeur ajoutée, mais également ça en réponse sur des pain points que lui pourrait identifier. Et ça, de screener en fait un petit peu à la fois les journaux, faire une veille
ou une veille plutôt digitale, ça va vous aider à aussi bien identifier quels sont les points sur lesquels vous allez pouvoir appuyer de façon assez forte pour faire ressortir votre proposition et faire tout de suite prendre de l'ampleur. Et plus vous le préparez, plus vous en avez et vous êtes capable de les distribuer. Alors, l'objectif, ce n'est pas de faire une liste de pain points à la Prévert, hein, mais c'est d'en identifier 2-3 sur lesquels vous allez vous positionner et tout de suite vous positionner en tant qu'expert. Et ça, c'est aussi intéressant parce que vous l'avez pré-identifié. Et c'est vraiment un gage d'implication que de préparer un rendez-vous. Et la personne, elle le ressent tout de suite si vous préparez le rendez-vous. C'est que vous y mettez de l'importance. Vous n'arrivez pas les mains dans les poches. Ma solution, c'est la meilleure. Certes, c'est la meilleure, mais montrez-lui par le travail et par la capacité à répondre précisément à ses objectifs. Et puis un peu le point aussi qui permet de clôturer un peu la préparation du rendez-vous. Il y a l'interlocuteur, il y a son profil psychologique, pourquoi il prend du temps avec vous. Il y a aussi sur l'état des lieux de l'entreprise, sur votre sujet. Quel est son niveau de maturité? Est-ce qu'il travaille déjà avec potentiellement des produits et des services qui sont concurrents des vôtres? Quelle est leur vision? Quelle peut être la vision d'entreprise sur un certain nombre de thèmes, sur un certain nombre de sujets. Typiquement, il y a quelque chose qui est lié autour, par exemple, de la RSE, l'économie circulaire, où l'entreprise en est aujourd'hui sur ces sujets-là. Est-ce qu'elle prend la parole? L'objectif, c'est également de mettre en relief votre produit ou votre service en lien avec des choses qui sont un petit peu plus hautes en termes de point de vue, mais qui sont aussi à la portée de l'interlocuteur que vous allez rencontrer. Donc, c'est aussi la capacité à jouer entre une approche macro qui est de donner une vision un peu plus, montrer comment vous pouvez vous intégrer dans une vision qui est plus long terme, tout en répondant à des problématiques et des approches micro, c'est-à-dire court terme et très opérationnelles. Ça permet aussi du coup d'adapter son discours et sa façon de présenter et de faire la construction du rendez-vous. Et tous ces éléments-là, ça doit vous permettre d'établir vraiment, ce que je disais tout à l'heure, la stratégie. C'est quoi votre stratégie de votre rendez-vous? Quels sont les grands milestones par lesquels vous voulez passer pendant le rendez-vous? Quelles sont toutes les réponses que vous voulez obtenir? Comment vous avez envie de mener ce rendez-vous? Évidemment, ça va changer au fur et à mesure du rendez-vous, mais si vous êtes donné à peu près les milestones, les grandes étapes, les grandes questions que vous voulez avoir, ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus serein et d'adapter en fait au fur et à mesure que le rendez-vous avance. C'est comme quand vous faites une phase d'observation, quand vous allez poser des questions sur le terrain, vous avez une liste de questions qui est extrêmement large, vous n'allez pas toutes les poser, mais au cas où, vous pouvez vous raccrocher à des éléments. Et donc, c'est aussi ça qui est assez intéressant, le fait de préparer le rendez-vous. Et je terminerai sur ce point-là, sur la préparation du rendez-vous. C'est en fonction de l'entreprise, de l'interlocuteur et de votre produit, c'est d'adapter, de réfléchir à comment vous allez montrer des exemples concrets. Les gens ont souvent besoin maintenant, et de plus en plus, le conceptuel c'est bien, votre vision c'est bien, mais il faut être aussi quelque chose de très opérationnel. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Et ce point-là, il est hyper intéressant parce que c'est aussi montrer comment votre produit ou votre service répond à une problématique opérationnelle, une problématique terrain. Et en fait, dans le choix des exemples, ce qui est hyper important, c'est d'utiliser des exemples qui sont soit liés à l'industrie, dans le même secteur industriel, ou dans le même typologie de projet ou d'entité dans l'entreprise. Un exemple, moi, je travaille pour une foncière immobilière en ce moment et en fait, je présentais un exemple de hackathon que j'avais pu faire avec une autre entreprise dans le secteur du luxe. En fait, le secteur du luxe et le secteur de la promotion immobilière, c'est diamétralement opposé. Et donc là, c'était de ma faute. J'ai fait une erreur. La première réponse de la personne, c'est « nous, on ne travaille pas dans le luxe. Hein. » Et donc, en fait, le point du luxe, il est ressorti de cet exemple-là est ressorti de façon assez saillante, comme quelque chose de « OK, un exemple sur le secteur du luxe ». Et en fait, si la personne en fait était un peu plus obtuse, en fait, ça aurait pu poser une problématique parce que c'est un exemple qui ne lui parlait pas.
Alors que moi, ce que je voulais qu'elle retienne, c'était le hackathon. J'ai de l'expérience dans la capacité à faire des hackathons et pas dans le luxe. Donc, c'est aussi bien intéressant d'aller choisir quels sont les exemples et ce que vous voulez mettre en avant. Et donc, ça, c'est aussi un peu la conclusion de tout votre travail de préparation. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là ou vous souhaitez qu'on va jusqu'au bout et vous poserez vos questions après? Non, pas de questions? Non. Ok. Et ben, du coup, hop, on peut avancer. Donc, le rendez-vous client, c'est un petit peu les convictions que nous, on s'est forgées. C'est vraiment un peu le Graal de tout ce qu'on a pu faire. Et c'est vraiment le fruit de beaucoup de travail. Et plus on l'a préparé, plus on arrive de façon la plus sereine possible. Alors, un des éléments clés dans le rendez-vous client, c'est l'empathie. C'est vraiment un des outils qui va être le plus utile pour vous dans ce rendez-vous parce que ça va vous permettre très rapidement de faire le caméléon et d'utiliser la posture qui va bien et la posture que le client a envie d'avoir en face de lui. Typiquement, votre rôle, ça va vraiment être de faire le caméléon le plus possible et d'être au maximum en fait dans ce que lui attend de votre proposition, de votre présentation, sans bien évidemment renier à vos convictions, à votre vision, mais d'adapter un petit peu votre façon et votre posture que vous allez avoir tout du long du rendez-vous. Parce que il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit réfractaire. Un exemple très bête que j'ai appris, mais assez intéressant, c'est au maximum d'essayer, par exemple, de ne pas se positionner en face de la personne, en frontal. Parce qu'en fait, par définition, si je suis en face de la personne, j'ai une logique d'opposition, alors que ce n'est pas du tout le cas que je dois avoir. Et ça, c'est tout bête, c'est plutôt dans la gestuelle, et dans le savoir-être, mais c'est hyper intéressant en fait, d'essayer plutôt d'être à côté de lui. Alors, je ne vous dis pas d'être collé à lui, hein, mais d'être à côté de lui où vous allez naturellement beaucoup plus avoir une posture d'accompagnant, d'aide, que si vous êtes en face, les bras croisés. Bah là, vous avez quand même une posture qui est plutôt fermée, alors que c'est peut-être votre façon de vous tenir, mais ce n'est pas forcément la meilleure image que ça peut dégager. Donc vraiment, typiquement, c'est un exemple que j'ai appris sur le terrain, mais au maximum, essayez de vous mettre en posture d'accompagnant, d'aide et pas en frontal vis-à-vis de lui. Et ça passe rien que par le fait de s'asseoir face à lui. Et il y a un des exemples intéressants que je lisais dans la culture japonaise, en fonction de où la personne que vous avez rencontrée vous ramène, c'est que vous avez plus ou moins réussi le rendez-vous client. S'il vous ramène à la porte de son bureau, c'est que ça, c'est vraiment raté. S'il vous ramène jusqu'au couloir, c'est plutôt, c'est pas le plus positif possible, mais c'est pas négatif non plus. Donc, c'est plutôt un point de vue neutre qui reste beaucoup à faire. Et s'il vous ramène jusqu'en bas de l'immeuble, là, c'est hyper positif. Et là, c'est quelque chose de, en fait, vous êtes allé plus loin vous avez vraiment réussi à créer un environnement de confiance avec la personne que vous avez rencontrée. Je trouve que cet exemple-là est assez intéressant de voir en fait dans certaines cultures comment ça peut aussi se matérialiser. Les quelques convictions nous on s'est forgées sur le rendez-vous client, elles peuvent paraître peut-être assez bêtes et méchantes, mais elles sont généralement assez utiles et à ne pas omettre. Typiquement, de briser la glace très rapidement entre vos interlocuteurs et vous, parce que ça peut être toujours des éléments un peu froids et un temps un peu où on ne sait jamais trop comment se comporter, comment faire. Alors, ça dépend aussi de la nature de votre personnalité. Il y a des gens qui sont plus extravertis que d'autres. Mais si vous avez plutôt une tendance à être introverti et un peu timide, n'hésitez pas à préparer quelques questions en fait, que vous pourriez lui poser très rapidement pour commencer à cranter un certain temps d'échange. Je pense qu'on a tous vécu ce temps dans l'ascenseur où on passe du 0 au 10 et encore plus si on a la défense, où en fait on ne sait pas trop quoi dire dans l'ascenseur et c'est toujours un peu gênant.
Donc, typiquement, ça peut être des choses liées un peu soit aux tendances sur le secteur d'activité, aux différents projets que lui peut mener en interne, à la taille de la structure, la santé de son équipe. Enfin, peut être tout un tas de sujets, mais restez assez large, mais n'hésitez pas à poser des questions. Et en fait, dès le début, ça permet de briser la glace et d'être encore plus dans l'interaction et dans l'échange. Et encore plus, si vous êtes à distance, vraiment, je vous invite à mettre vos caméras et à vraiment avoir cette posture la plus ouverte possible et poser beaucoup de questions parce qu'à distance, c'est le côté glacial, on peut encore plus le vivre. Le deuxième point, c'est de vraiment ne pas avoir peur de poser des questions pour bien comprendre le besoin. Et vraiment, aucune question n'est bête et n'hésitez pas à repréciser ou à préciser les éléments qui vous seraient potentiellement pas clairs pour vous. Parce que si jamais vous n'avez pas ces réponses-là, en fait, ça va vous poser un certain nombre de problèmes dans la réponse, dans la compréhension de son besoin quand vous allez lui adresser potentiellement une proposition commerciale. Donc, vraiment être hyper ouvert et hyper curieux de tout ce qu'il peut vous présenter, de toutes les questions qu'il peut vous poser. Pour lui poser et n'hésitez pas à demander des approfondissements. N'oubliez jamais que lui est un expert de son sujet et de son activité. Donc, en fait, plus vous le valorisez en tant qu'expert, en fait, c'est une place qui est toujours valorisante quand quelqu'un nous pose des questions et nous demande notre point de vue. Ça peut paraître un petit peu à l'opposé de ce que je dis juste après, qui est de prioriser les sujets pour éviter de perdre du temps et d'aboutir à rien. C'est le juste milieu entre la curiosité et toutes les questions que vous allez pouvoir poser et les réponses que vous devez aller chercher. C'est quand même extrêmement important. Donc, prioriser les sujets, c'est notamment dans le travail de présentation, ne pas hésiter à lui proposer un ordre du jour au début de la réunion, en disant, bah voilà, moi j'aimerais aborder peut-être une présentation de mon projet, une présentation de vous l'entreprise, de vos projets, où vous en êtes et des points de tension aujourd'hui, et peut-être une présentation de la solution suivie d'un temps de questions-réponses. Mais d'aboutir sur un agenda, ça permet à tout le monde de voir un petit peu où on va et d'être plus précis sur les éléments que j'ai envie d'en attendre et les éléments qui sont purement en fait, de la curiosité, qui sont intéressants, mais qui ne sont pas forcément le plus optimal pour apporter la réponse. Quatrième conviction qu'on s'est forgée, c'est de vraiment pas monopoliser la parole. Donc, typiquement, dans les exemples que je vous disais en type d'ordre du jour, ce qui est important, c'est de rythmer les temps où vous prenez la parole, où lui prend la parole et où il y a des interactions, des questions-réponses. C'est pas utile d'avoir à la fois toute une présentation de vous, de votre parcours, de votre projet, et en face de ça, d'avoir présentation du client, de son parcours, de ses pain points. Et que les deux soient pas, qu'il n'y ait pas une certaine interaction qui se crée. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de croisement dans les échanges et qu'il y a une monopolisation d'une part et d'autre, et bien en fait, on ne crée pas un climat de co-construction, de co-création ensemble. En fait. On reste, on présente, je présente, on regarde, mais il n'y a pas plus de lien et de relation intuit-personnelle qui va se créer. Donc, c'est vraiment dans la construction du rendez-vous de créer vraiment des séquences où vous avez plein de temps d'interaction et de prise de parole différenciées, à la fois chez lui et à la fois chez vous. Donc, c'est vraiment, je pense, hyper intéressant qu'il y ait vraiment un jeu de ping-pong. Ça va aussi vous permettre d'avoir un rendez-vous qui, même si vous n'avez pas atteint tous les objectifs, lui, il aura l'impression d'avoir été dans un environnement dynamique, positif, avec de l'interaction, avec une certaine stimulation. Je pense, ce qu'on a trop souvent, ce qu'on fait trop peu souvent, parce que quand on veut présenter notre projet, on va avoir du temps pour le présenter, pour prendre du temps, mais des fois, en fait, on monopolise un petit peu trop la parole et du coup, c'est un peu plus compliqué pour avoir quelque chose une certaine interactivité. Cinquième point qui peut être, je pense,
important, c'est vraiment de faire rayonner ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les connaissances que vous avez apprises pendant la préparation. Et notamment, en fait, dans ce que vous allez présenter, c'est de lui donner un certain nombre de points où lui peut s'accrocher. Donc ça, c'est hyper important. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que ce soit quelque chose de forcé. En fait, il faut vraiment lui tendre le bâton sur lequel il a juste à s'accrocher et en fait, ça va créer des ponts. Lui, ça va lui permettre d'éclairer un certain nombre de sujets. Il va pouvoir faire potentiellement des liaisons avec ses problématiques. Mais c'est hyper important de les orchestrer d'une façon la plus ouverte et je m'accroche possible au maximum. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important et c'est là où vous allez faire ressortir tous les points saillants que vous avez préparés pendant votre rendez-vous. Et typiquement, les références communes sont vraiment, je dirais, vos meilleures armes. C'est à la fois donc, des écoles, des expériences professionnelles, des expériences personnelles, enfin, vraiment de varier tout un tas de points qui peuvent être similaires à vous. Typiquement, l'autre jour, j'étais en rendez-vous client avec une entreprise du secteur énergétique et je lui présentais un petit peu, je faisais une rapide présentation et j'ai fait une petite allusion à la course à pied qui peut paraître totalement anodin, hein, mais je savais qu'en fait l'interlocuteur en face de moi, en fait, je l'avais déjà entendu parler qu'il était fan de course à pied. J'en ai parlé et bah, tout de suite, on tend à créer un écosystème, un environnement autour de nous où il y a un fit, où il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça a vocation à créer un peu un écosystème de confiance autour de soi. Et c'est les références communes qui permettent de créer du lien. C'est tout ce qu'on a appris, hein. C'est que si vous faites du sport, bah, vous vous rendez compte que en fait, on a tout de suite un fit et un sujet de discussion et du coup, c'est beaucoup plus facile à la fois de briser la glace et à la fois de construire quelque chose de plus durable. Et ensuite, vraiment de ne pas avoir peur de passer votre temps à noter toutes les informations. Alors, le mieux, c'est si vous pouvez être deux en rendez-vous, c'est toujours intéressant parce que, alors, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse que parler et l'autre qui fasse que écrire, mais qu'en fait, il y a un jeu de ping-pong quand l'un parle, l'autre écrit et inversement. Parce que là, je pense que c'est hyper important et toutes les informations qu'il peut vous donner, elles sont vraiment utiles et peuvent vraiment vous permettre d'aller construire la réponse la plus fine possible et tous les verbatims, par exemple, que lui va utiliser, en fait, de bien les noter parce que pour vous, c'est vraiment une mine d'or et c'est votre réponse. Et ça vous permet aussi de comprendre un petit peu quelles sont, lui, ses aspirations personnelles, là où lui, il a envie d'aller et comment vous pouvez, à travers votre projet, lui servir ses intérêts personnels. Et ça, c'est aussi important de comprendre quels sont ses intérêts personnels et comment vous allez pouvoir l'aider à tendre vers ses aspirations personnelles, qu'elles soient dans un univers professionnel ou dans un univers un peu plus personnel. Et il y a toujours aujourd'hui cette frontière entre le pro et le perso qui est de plus en plus fine. Et pour terminer, quelques checkpoints pour dire si un rendez-vous est réussi. C'est bien évidemment, vous avez compris son besoin et vous êtes capable de lui adresser une proposition commerciale. Donc ça, c'est à peu près l'objectif de tout rendez-vous, je pense. Vous avez compris votre besoin, mais votre solution n'est pas adaptée. Ça, je pense que c'est un élément important. C'est le juste milieu entre, oui, il faut faire une vente, mais si ma solution n'y répond pas totalement, bah, c'est aussi d'être capable de donner la limite pour pas qu'en fait l'expérience que vous allez lui procurer, même s'il achète, qu'elle ne réponde pas à son besoin. Donc c'est toujours le juste milieu à trouver et faire preuve d'honnêteté intellectuelle sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper enrichissant à la fois pour lui et à la fois pour vous. Et ça permet de contribuer à cet état d'esprit, à cet environnement de confiance, beaucoup plus que si vous lui avez proposé une solution qui répond pas à ses besoins, qu'il a acheté et dont il n'est pas satisfait. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant d'avoir cette franchise-là. Et demain, c'est potentiellement lui qui va être capable de faire parler de votre projet, de votre produit, de votre service à l'extérieur. Parce que vous aurez été hyper honnête et vraiment dans une posture d'accompagnement, d'aide et non pas uniquement de vente, même s'il faut bien évidemment vendre. De faire un mail de follow-up avec un résumé des échanges, ce qui vous permet à la fois donc, de remercier pour le temps passé et de faire un follow-up et de toujours travailler l'expérience, mais également en identifiant un petit peu les points saillants que vous avez compris
du rendez-vous dont il vous a partagé, auquel votre solution va répondre, de les mettre noir sur blanc. Ça vous permet, vous, de ne pas oublier, parce que c'est vrai que, en fait, tout de suite après l'échange, on a beaucoup d'idées, on a tous les éléments en tête. 4 jours après, on les a moins, donc de les mettre sur papier, c'est toujours intéressant. Et d'être sûr que votre compréhension et votre transcription, c'est également la sienne. À l'oral, on peut toujours avoir des quiproquos ou une frontière qui peut être un peu plus fine. À l'écrit, ce qui est écrit, c'est beaucoup plus simple de dire si oui ou non c'est une bonne retranscription des problématiques, des besoins, des objectifs. Et s'il est convaincu par votre solution, c'est vraiment qu'il va devenir vraiment un ambassadeur. Et ça, c'est hyper enrichissant. Ça nourrit notamment le point 2, parce que même s'il n'a pas acheté, en fait, demain, c'est quelque chose qui va être hyper enrichissant. Et vous allez vraiment pouvoir vous positionner et l'utiliser comme demain un ambassadeur, comme quelqu'un demain qui parle de votre produit ou de votre solution. Et il n'y a personne d'autre qu'un ambassadeur qui le fait, en fait. C'est hyper enrichissant d'utiliser des gens qui sont eux-mêmes convaincus pour parler de la solution. On dit toujours, ils en parlent mieux que nous. Dans toutes les pubs que vous voyez, vous l'avez ça. Et en fait, ce tiers de confiance que cette personne-là joue, elle est extrêmement riche dans tout le process de vente. Et ça peut vous aider aussi à avoir un certain nombre de référentiels que en fait, votre client de demain, en fait, il va peut-être être rassuré sur un point et du coup, il va vous demander une référence. Et en fait, c'est cette personne-là qui peut devenir votre référence. Donc, c'est aussi hyper intéressant d'avoir de mapper ce réseau-là et vraiment de construire tout au long de vos rendez-vous clients tout un écosystème de confiance autour de vous. Et je vais rapidement sur le rôle de l'account manager qui est plutôt un peu sur la posture et puis après, comme ça, on pourra avoir un temps de questions-réponses. Ce qui est hyper important dans la posture que vous allez avoir vis-à-vis de votre client, c'est d'avoir une posture d'accompagnant. La première image de votre produit ou de votre service que vous allez retranscrire, c'est vous. Donc, c'est hyper important. Et encore plus dans le service, donc en fonction de vos activités. Mais même dans un produit, en fait, si la personne elle n'a pas confiance en vous, elle ne va pas y aller. C'est vraiment hyper important. Donc, c'est de vous positionner comme un interlocuteur privilégié. Donc, ça, c'est ce que vous avez fait vous proposez pendant le follow-up de l'échange. Et puis, en fait, si vous l'intégrez, par exemple, dans votre liste de diffusion de newsletter, dans un certain nombre d'événements auxquels vous pouvez inviter. C'est vraiment de devenir un interlocuteur privilégié qui va être un référent pour lui sur le sujet. Donc, les deux se nourrissent assez bien. Et comme ça, dès qu'il a une idée ou une suggestion par rapport à une thématique précise, et en fait, il va faire appel à vous. Et c'est vraiment ça que vous allez aller chercher. Et pourquoi il va faire appel à vous? Parce que vous allez devenir un partenaire de confiance. Et donc, c'est tout du long du rendez-vous. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance qui se crée entre vous. Et ça passe par de l'honnêteté, une certaine humilité et une certaine modestie et une communication qui est irréprochable. C'est les deux autres points que je mets. C'est être humble et modeste. Et je pense, parce que même si vous êtes expert de votre solution, lui, il a une certaine expertise sur le sujet, sur son secteur d'activité, et de ne pas créer une opposition des expertises, mais peut-être des points de vue qui peuvent être divergents, mais pas une opposition, et d'avoir une communication, une approche qui est la plus claire et lisible entre lui et vous, à la fois dans le follow-up des échanges que dans la proposition commerciale, que dans l'invitation, que l'intégration de newsletter, enfin vraiment une communication qui est irréprochable. Et tout ce que vous promettez, vous le faites. Il ne faudra vraiment jamais être dans la surpromesse, parce que si jamais lui, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et que ce n'est pas réalisé, en fait, vous allez entacher votre relation que vous êtes capable de vous créer. Il vaut mieux moins en dire, mais plus en faire, quoi. C'est vraiment un peu l'opposé. Et ensuite, ne pas avoir peur de vraiment poser des questions et d'être extrêmement curieux tout du long du rendez-vous. Et je terminerai par ça, parce que c'est aussi quelque chose qui peut vraiment vous être utile et qu'en fait, vous êtes capable d'identifier à la suite de votre rendez-vous et de la posture que vous allez adopter autour en fait, des différents types de clients. Aujourd'hui, nous, et quand je travaille du coup avec mes clients,
j'en identifie aujourd'hui de façon macro. Alors, vous pouvez avoir un angle micro et plus précis, hein, mais à minima, il y a 3 types de clients qui sont intéressants de savoir parce que ça va nécessiter vous d'avoir une posture un peu différente et de ne pas avoir les mêmes attentes de chacun. Vous pouvez avoir des clients qui sont, qu'on va dire, qu'on va appeler le champion ou l'influenceur, qui sont des gens qui n'ont pas forcément un pouvoir de décision hyper large. En revanche, ça va être les meilleurs promoteurs et ça va être vos meilleurs alliés en interne pour apprendre à naviguer ou pour témoigner auprès d'autres. Donc ça, c'est plutôt des gens qui ont des profils, vous regarderez sur le MBTI, qui ont des profils jaune ou vert, où là, vraiment, ça va être les gens qui aiment prendre la lumière, diffuser l'information, être vu comme un référent sur leur sujet et toujours un peu sur quelqu'un qui est assez fan des mises en relation, la capacité à mettre en relation, à avoir un écosystème assez large et à positionner les acteurs de son écosystème en fonction des bons besoins que lui, il identifie. Ça, c'est un premier type de client. Le deuxième type, c'est le décideur. Donc là, c'est plutôt des gens qui ont un profil et des responsabilités qui vont leur permettre de prendre des décisions assez fermes. Là, la posture que vous allez avoir pendant le rendez-vous, elle n'est pas la même. Elle est plutôt en expert de votre sujet et de lui donner toutes les clés pour que lui arrive à trouver les réponses et arrive à trouver la bonne solution à la bonne problématique. Et donc ça, vous plutôt, c'est expert en tant que conseiller. Vous allez conseiller et ça, c'est plutôt quelqu'un qui va prendre des décisions et qui va permettre de cranter rapidement et de faire le bise, si je puis dire. Mais c'est un profil un peu différent. Et ensuite, en troisième, c'est l'apporteur d'affaires. Donc, ça peut être à la fois un apporteur d'affaires qui peut être fait par le champion ou l'influenceur de façon non incentivée, parce qu'en fait, il est promoteur de il adore votre produit ou votre service et il est capable de vous mettre en relation. Ou aussi, peut-être quelqu'un qui, en fait, navigue dans plusieurs écosystèmes, qui, en fait, travaille avec ce modèle d'apport d'affaires et qui vont être capables de positionner, en fait, votre produit ou votre service en fonction des besoins des différentes personnes qui sont atteintes à son écosystème. Ce qui est important sur l'apport d'affaires, c'est de lui donner toutes les clés pour qu'il puisse vous mettre en relation avec les bonnes personnes, identifier les potentiels axes de business qu'il peut avoir avec les membres de son écosystème. En revanche, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous faites travailler avec un peu un réseau d'apporteurs d'affaires ou des gens autour de votre écosystème qui vous font faire des deals, c'est que quand ils font cette activité-là, ils sont aussi ambassadeurs de votre produit ou de votre service. Donc, c'est important que vous soyez extrêmement alignés, qu'ils soient alignés avec les valeurs, la vision et ce que veut faire votre projet. Parce que sinon, en fait, il va diffuser un état d'esprit, des messages qui ne sont pas forcément liés à ce que vous avez envie de faire autour de votre projet. Donc, c'est quand même extrêmement important d'être sûr qu'ils sont bien alignés. Donc, voilà un petit peu les différents éléments que je pouvais vous témoigner autour du rendez-vous client. Si je pouvais retenir peut-être 2 choses, c'est l'importance de préparer le rendez-vous client pour vraiment avoir toutes les armes et tous les ponts qui sont possibles à faire entre vous et lui. Et puis, ce que je dirais en deuxième point sur le rendez-vous client, c'est construire un environnement de confiance autour de votre relation. Et pour le faire, c'est beaucoup quand même de savoir-être. Et l'empathie est un véritable outil que vous devez utiliser qui vous permet de devenir vraiment un caméléon et d'avoir vraiment cette posture qui va vous positionner en fait de façon la plus proche possible de lui, tout en répondant à ses questions à travers votre produit ou votre service. Et ne pas avoir une approche vendre pour vendre, même si c'est important, mais plutôt une approche de conseiller qui permet de vraiment travailler cette expérience client, cette expérience de contractualisation et d'achat tout au long des différentes étapes.